Nous sommes donc chez Sylvie Bouillet. Encore une fois, Sylvie Bouillet, c'est un très joli endroit avec de la pierre au mur, avec des briques un peu plus loin, mais en même temps, nous sommes quand même dans ce qu'on appelle une boutique d'habits, de fringues. Une Plus que boutique ça. d'habits, de fringues, Mais de personnalisé. création. Voilà. Surtout, c'est une boutique atelier pour se découvrir Voilà. soi-même, pour qu'on puisse vous donner des conseils, mesdames. On en avait parlé la dernière fois, mais on n'avait pas été aussi loin. Quand une cliente vient chez vous, elle rentre avec ses yeux à elle dans son miroir. Il faut parfois rétablir le regard. Parfois, le regard est plein d'illusions. Parfois, au contraire, il est un peu... Il est triste. rarement plein d'illusions, Oui. parce que depuis que je fais ce métier, j'ai toujours dit, le jour où j'ai une femme qui rentre et qui est ravie d'elle, de ses cheveux à la pointe de ses Vous pieds, fermez. je lui offre le vêtement, je lui offre. C'est jamais arrivé, hein, jamais. Le miroir est très souvent un reflet de projection d'une image qu'on voudrait atteindre. Et il faut rétablir, oui Jeanne, que nos clientes aient leur propre regard sur elles. Et surtout qu'elles soient un petit peu amour et indulgentes avec elles aussi. Oui. Alors, comment est venue l'idée de faire des dédicaces de livres chez vous, entre le livre et le vêtement? Alors, les dédicaces, ça fait un moment que j'en fais parce que j'aime beaucoup lire. J'aime aussi la réunion. Et j'ai eu envie c'est un petit peu Françoise qui Françoise Loiret, voilà, qui m'a qui remise d'ailleurs est écrivain dans aussi, ce désir. elle est auteure. Et puis les rencontres. Et puis j'aime en fait que l'écrivain ou l'écrivaine, homme, femme, enfant, voilà. Parce que je ne sais toujours pas si on dit écrivain ou écrivaine. Alors, on fait quoi là? On va dire auteur. Et auteur, oralement, voilà. on ne voit pas s'il y a un E. Voilà. Auteur, voilà. Sylvie Bouillet, comment fait-on une vitrine? Parce que la vitrine, c'est quand même important. Et il y a de la créativité à faire une vitrine. Alors, une vitrine, on parle d'une couleur, d'un tableau, de ce que nous avons vu en traversant le Luxembourg, ce que nous avons vu croiser une dame qui avait des couleurs absolument super. C'est une projection de la nourriture du quotidien. Oui, c'est une création aussi. C'est une création. Et un Chaque thème? vitrine est une création, une pensée pour la séduction de la passante. Voilà, elle va regarder, elle va avoir une envie, elle va s'arrêter, elle va rentrer et nous allons la recevoir. En tout cas, un grand merci. Merci Merci, beaucoup. merci. Donc, c'est vous qui êtes celle qui accueillez cette dédicace aujourd'hui et Oui. qui avez commencé avec nous le début de... Ah, mais je vais vous faire Voilà. vos commentaires. Hein, vous allez voir, monsieur Gérard. Sarah Holling, nous avions fait interview, nous avions fait escale de Jeanne avec vous. Et aujourd'hui, c'est une dédicace. Une dédicace chez Sylvie Bouillet. Et entre le tissu et le livre, il y a ce qu'on appelle la trame. Et le Et la- chatoiement. Voilà, et le chatoiement. Sarah Holling, votre livre commence par une dédicace à David enfin nommé, où qu'il soit. David, Sarah, un mot en clair ou en ombré, comme vous voulez. David. Mon ange, mon enfant, mon absent, nommé. Les mots se perdent dans les chants des oiseaux, écrivez-vous. Pourtant, il y a ce livre. Ils ne se sont pas perdus, les mots. Les oiseaux les ont, je pense que les oiseaux les ont portés bien plus haut que ce que le chant des humains aurait pu les porter, en vérité. Les oiseaux sont migrateurs aussi, ils les portent loin. Les oiseaux sont des messagers. Les oiseaux sont des messagers et je dis toujours qu'il y a un courant d'énergie entre le monde d'en haut et le monde d'en bas. Peu importe comment on ne nomme ce monde d'en haut,
Mais ce monde d'en bas, nous devons y vivre. Et parfois, les oiseaux nous donnent un courant de légèreté que nous n'avons pas toujours, nous, les humains. Peu importe aussi ce que l'on met dans le terme d'oiseau. Vous avez attendu longtemps ce chant d'oiseau, du moins pour le mettre en écriture, peut-être édité. Racontez-moi un peu. Sur ce roman-là? Oui. Sur ce roman-là. Ce roman a connu des aléas, véritablement, pour en arriver à cet écrin d'aujourd'hui. Et entre-temps, il s'est passé quelque chose, il s'est passé une rencontre, mais je pense que nous en parlerons dans un petit moment, qui a fait que ce roman est revenu sur des ailes, prendre son envol à un moment précis. Alors, je reviens au cœur de ce roman. Transmettre. Pour transmettre, il faut ouvrir et s'ouvrir au monde et à l'autre. Comment s'est faite cette ouverture pour vous, Sarah? Elle remonte à loin, mais on ne va pas remonter le temps. L'ouverture sur la transmission, si je peux dater. Lorsque mon père est mort en 2002, mon père et son histoire de déporté, tant que mon père était vivant, je sacralisais sa mémoire et j'avais arrêté une transmission juste à un espace qui était l'espace sacré de la Shoah. Et puis, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas de possibilité autre que l'enfermement, si on restait sur cette notion de la Shoah. Je le dis avec beaucoup de respect, mais c'est ainsi. Et donc, j'ai voulu un moment me mettre dans le champ du monde. On va reparler de champ. Et le champ du monde, c'est l'universalité. Et l'universalité, ce sont les mémoires, et pas la mémoire. Et c'est pour ça que ce roman est devenu en lui-même un porteur de mémoire, parce qu'il génère tout autour toute une synergie, dont on parlera peut-être tout à l'heure. Vous êtes féroce et fragile. Le mot féroce est dit avec beaucoup d'affection. Féroce, parce que quand vous êtes en mission, vous êtes capable de mourir. Et pas de tuer, mais de mourir. Parce que vous allez jusqu'au bout. C'est juste? C'est juste, c'est entier, c'est tellurique. J'ai une mission sur cette terre. Et cette mission, elle est commandée par beaucoup plus grand que moi. Et partir du postulat qu'on est guidé par plus grand que soi, ça donne la notion de notre existence tout à fait différente. Effectivement, j'ai failli mourir plusieurs fois, que ce soit sur mon travail de journaliste ou autre, mais ça n'avait pas d'importance. Ce qui avait de l'importance, c'était survivre véritablement pour pouvoir continuer pour plus haut que soi. Le rôle du temps dans la transmission, parce que le temps il passe et vous êtes en urgence. Le rôle du temps dans la transmission, c'est le temps arrêté du moment où je prends la parole. C'est le temps arrêté du moment où je rentre en synergie avec des collégiens, que je prends la parole en public. Ce temps arrêté, c'est le temps de l'échange, de l'altérité. Moi et moi, ça ne m'intéresse pas. Ça n'a pas de sens, moi et moi. Ce qui a du sens, c'est être dans une dimension, dans une portée qui rejoint l'autre. Je vous disais il y a un instant, je vous parlais d'universalité. C'est bien de cela dont je parle. Peu importe la langue que l'on parle, peu importe la langue que l'on véhicule, à partir du moment où on trouve le champ émotionnel, et ce roman en est au cœur, le champ émotionnel qui permet de toucher, d'atteindre l'autre. L'atteindre pas pour le blesser ni pour le tuer, mais au contraire, pour lui ouvrir cet espace de la mémoire. Le temps augmenté est venu. Le temps sublimé. Aujourd'hui, comment faut-il vous appeler? Sarah ou Sylviane? On en revient à cette éternelle question. Sylviane, c'est celle qui a été cassée, qui a été blessée. Oui. Sylviane, c'est l'originelle. C'est celle dont le prénom, de toute façon, n'était pas le prénom qu'aurait voulu mon père. C'était un prénom français, mais c'était acté de l'identité française, quand même. Mais Sylviane, elle a porté Sarah? Elle n'a pas porté Sarah. Sylviane est devenue guerrière par Sarah. Ce n'est pas un masque. Je peux prendre ma place dans l'univers avec ce que j'ai apporté d'encore plus grand, à partir du moment où ma fragilité n'est pas une faille, mais au contraire, elle ouvre le champ de l'émotion. Et Sylviane n'y arrive pas toujours, en vérité, c'est pour ça. Sarah Olling, vous avez longtemps lu les fragments des livres des autres.
Pourquoi? Parce que j'imagine que si vous les lisiez, c'était pour retrouver un petit peu de votre voix. Ça s'est passé pendant la période du confinement. En fait, Oui. au départ, ça a été un acte artistique. Nous avions tous, nous les artistes, nous étions dans un temps arrêté. Et je me suis dit comment, de là où je suis, c'est-à-dire seule chez moi, comment est-ce que je peux faire acte artistique pour transmettre à ceux qui étaient dans la désolation et la désespérance quelque chose qui soit de l'ordre de la grâce, de la beauté, de la culture et de l'émotion. Et j'ai commencé, alors que j'étais malade de la Covid, mais je ne le savais même pas, tous les jours, je me donnais un rendez-vous, je me maquillais, je m'habillais et je cherchais un texte. Au départ, ça a été comme ça, les 55 premiers fragments que j'ai jusqu'à la fin du confinement. Et puis ensuite, il y a eu toute une synergie de merveilleuses personnes qui se sont fédérées autour de moi et qui me proposaient des textes, qui me proposaient des lectures, qui commençaient à interagir avec moi. Et cela est arrivé, cela. Ce qui advient maintenant Justement. est la somme de tout cela. Parce que vous lisez vos propres textes maintenant. N'est-ce Quelle pas? sensation que cette mise à nu de Sarah Olling envoie? Sarah va continuer à sourire, c'est merveilleux. Il a fallu que je dise c'est mon histoire. C'est un mot difficile de dire c'est mon histoire. Certes, c'est un mot difficile parce que ça m'oblige à aller derrière le miroir. C'est difficile parce que ça me ramène... Une vérité. Ça me ramène à une dimension de moi qui était encore dans la blessure, qui était encore dans la fragilité, qui était encore dans le chaos. Et ça me ramène au temps de la construction. Et pour arriver à la construction de Sarah et de ce que je suis en train de devenir et de ce que je porte, qui est plus grand que moi encore une fois, il fallait que je sois forte, forte à en mourir, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Oui, ça a été difficile, mais au moment où je l'ai fait, il y a quelques semaines, quelques mois, c'était déjà possible. Confortable, ça ne l'a jamais été. Confortable, ça ne l'a jamais été. Et je me suis dit que c'était quand même une grâce d'offrir à ceux qui étaient aussi merveilleux avec moi, de l'autre côté, ceux que j'ai rencontrés hier d'ailleurs, de l'autre côté, de leur faire cette grâce d'accepter enfin, de me montrer telle que je suis. Quoique, Jeanne, quand même, l'Escale, le 4 novembre 2021 à la Contrescarpe, quand même, déjà. Vous aviez accepté de jouer directement la vérité, parce que c'était une part de vous que beaucoup de gens ignoraient. Que pratiquement tout le monde ignorait. Donc, et vous avez été vraiment totalement dans la pudique, et en même temps vous avez parlé. Je voulais juste vous poser une question. Ce livre, aujourd'hui, quand vous le touchez, quelle sensation? Quand je le touche, l'objet livre, alors... ce n'est pas un objet livre non, pour moi. Non, justement, c'est pas un objet. Absolument pas. Il y a des mondes à l'intérieur de ce livre. Il y a de l'espérance, il y a des projets, il y a des amis, il y a Gérard Netter, qui sait ce que je pense de ça, non seulement de sa dédicace, mais en plus de la délicatesse et de la beauté de son écriture. Donc il y a tout cela. Bien sûr, Jonathan de Donjon Édition. Il y a ceux qui ont... tous ces princes de la maïotique qui ont fait ouvrir l'espace et que ce livre puisse avoir cette force et cette puissance mémorielle. Je l'ai dit combien de fois d'ailleurs à Jonathan, mon éditeur, que s'il a repris ce livre, qu'il a fait reprendre l'envol, je parle de Marité qui était aussi à la genèse de cette belle synergie qui m'a conduit à Vannes. Toutes ces personnes qui ont été là à un moment et qui ont repris ce roman qui était en arrêt ont permis ce qu'il va advenir. Je ne sais ce que sera demain, mais je sais la force que j'y mettrai. Si je me perds dans les bois, c'est pour gagner la forêt. C'est d'autres mots. Avez-vous gagné la forêt, Sarah? Êtes-vous déjà presque dans la clairière ou... Ah, ça y est, c'est parti. J'entends le chant des oiseaux. J'entends, là, quand je vous parle, j'adore les dames blanches. J'aimerais m'y promener la nuit. Je viens de surprendre un renard malicieux. Je suis déjà à l'orée de la forêt. J'entends. Et j'espère ne pas arriver... Pour moi, il y a un chemin. Je ne vais pas reprendre là au-dessus, mais il y a un chemin. Et ce chemin, de toute façon, il ne s'arrêtera jamais. Même lorsque je mourrai, puisque vous avez parlé de ma propre mort, mon souhait le plus fort... Le plus tard possible.
mais de toute façon, je suis en train de m'imprimer quelque part, plus que le livre. Vous vous rendez compte que pour une fille de déportée, dont 60 membres sont morts à Auschwitz, ce que ça peut être que de voir, voilà, que de voir son nom imprimé quelque part et que d'autres le reprennent. Que ce que ça peut faire, que le nom d'Éoling, justement, puisse être dans cette transmission. Au départ, c'était cela. Très émouvant. Sarah, vous parlez toujours avec cette gestuelle de la main comme ça. Racontez-moi cette main. Cette gestuelle. Est-ce que c'est pour arrêter quelque chose ou c'est pour ouvrir? C'est pour ouvrir. Et lorsque je veux arrêter, croyez-moi, mon regard n'est pas le même. Je vous fais confiance. C'est pour ouvrir. Vous savez que j'ai fait du théâtre. Oui. Et vous savez, peut-être, je ne sais pas si je vous en ai parlé, j'écris à voix haute. Je porte les mots à voix haute pour que ce soit une partition et pour qu'elle ait vraiment cette résonance et cette force, cette lumière, et qu'il n'y ait pas de dissonance. Si je fais ce geste-là, oui, j'arrête. Là, je porte. Sarah, dans ce livre, s'il y avait une phrase que vous souhaitez dire, c'est laquelle? Comme ça, a cappella. J'ai bien une idée. Je ne veux pas spolier le livre, mais je parle de Daniel qui n'a pas remplacé les enfants morts, mais qui sera passeur de vie. Merci beaucoup. Nous sommes en dédicace, donc c'est Sarah Olin qui fait une dédicace et Sylvie Boyer qui la reçoit. Et moi, je passe faire un petit reportage, je dirais, c'est plus que le mot reportage, c'est très émouvant. Parlons de transmission, de mémoire, et nous avons la chance d'avoir plusieurs personnes qui ont parlé ensemble. Un grand merci. Merci à vous. C'est moi qui vous remercie, Jeanne, encore une fois, à presque un an. Voilà. Bravo. Nous nous retrouvons. Bravo, en tout cas, voilà. Gérard Netter, donc après Sarah Olin, c'est votre tour. Vous avez préfacé le livre de Sarah. Oui. La mémoire est un lieu à la fois sûr et incertain. Comment se passe la transmission dans ce sûr et incertain? Alors, on ne sait pas ce qu'on transmet, en fait. On ne sait pas ce qu'on transmet et la mémoire n'est absolument pas sûre parce qu'on a tendance à oublier ce qui est pénible. Il faut lutter pour se souvenir. Et là, on parle d'un lieu de souffrance, d'un lieu d'inhumanité. Et non seulement il faut lutter pour se souvenir de cela, parce que se souvenir, c'est revivre. Le traumatisme. C'est un traumatisme. Mais en plus, on ne peut pas ne pas oublier. Il y a quelque chose de culpabilisant à oublier. Donc on reconstruit sans cesse et on a des souvenirs flash, je pense, qui reviennent régulièrement. Et le traumatisme, puisque c'est un traumatisme qui s'en prend au langage. Et c'est-à-dire qu'on est dans un lieu d'inhumanité où ce qui nous relie avec les hommes, c'est le langage. Et le langage se trouve donc perverti, se trouve interrompu. Et c'est d'où la métaphore qu'on trouve dans le livre de Sarah, qui est la métaphore des oiseaux. On parle aux oiseaux. Parler aux oiseaux, c'est conserver le souvenir, puisqu'on parle aux oiseaux, mais on n'est plus dans le langage des humains. On ne peut plus parler. Il y a quelque chose qui a été coupé de l'humanité. On ne peut plus parler, et ça me faisait penser à Saint François d'Assise qui parle aux oiseaux, et surtout à cette belle église que j'ai visitée, où on voit tous les murs sont des fresques de Giotto. Voilà. Donc c'est une très belle image qui traduit le traumatisme, cette histoire d'oiseau. Le traumatisme, comment vit le traumatisme de génération en génération? Que faut-il faire pour qu'il ne perde rien de son intensité, mais quelque part, si, dans l'histoire de Sarah, c'est une intensité qui est nécessaire à l'histoire et à la petite histoire aussi. Quand on revient de déportation, on ne peut pas parler. J'ai expliqué l'histoire du langage. On ne peut pas parler, et en plus, on n'est pas écouté si on parle. On n'est pas écouté parce que le mal absolu, cette honte pour l'humanité, on ne veut pas l'entendre. Il y a quelque chose qui nous empêche de l'entendre. On détourne le regard pour ne pas voir. Et
Et donc, on est confronté à, quand on est un enfant déporté qui revient, on est confronté à des silences, on est confronté tout d'un coup, on voit que le regard se trouble, on voit que le regard est habité de quelque chose, le silence parle, et le silence transmet, on dit qu'il transpire, le silence transmet quelque chose de lui, et on sent que c'est douloureux, et donc l'enfant ne pose pas de questions. Mais il imagine quand même, il se fait lui-même. Alors, il imagine, il fait des liens, il se renseigne, parce qu'évidemment, quand on sent que quelque chose s'est passé, on fait son enquête, il se renseigne, mais quelque chose nous imprègne de ce traumatisme, et le traumatisme est transmis quand même. Et voilà. La construction de l'enfant et de la mémoire des parents se fait à l'âge adulte de cet enfant, souvent? Oui, à l'âge adulte de l'enfant, et souvent la parole ne passe qu'après une autre génération. Ça saute une génération, en fait. Pourquoi? Parce que en fait, l'enfant, le petit enfant, le petit-fils ou la petite-fille, peut poser plus les questions. Il a moins été confronté à cette brûlure que l'enfant. Donc il y a une distance. Et la personne le sent, le grand-père ou la grand-mère le sent, et donc il peut davantage en parler, même s'il ne peut pas tout dire, bien sûr. Et que faut-il abandonner dans la transmission? Ça veut dire les choses qui seraient trop longues à raconter. Je crois qu'il faut essayer de mettre du sens, surtout. Du sens au combat qu'il a fallu mener pour rester vivant. Il faut transmettre une solidarité, une pensée pour ceux qui sont restés. Et je voudrais dire qu'il se joue quelque chose de sacré dans ce non-dit, dans ce traumatisme, dans ce quelque chose de sacré. Ça a trait à l'homme, c'est-à-dire qu'est-ce que l'homme, quelle est la zone d'ombre qu'il y a en nous, qu'est-ce qui fait qu'à un moment ça bascule. Il y a des tas de questions qui se posent. Pourquoi à un moment l'homme a basculé dans cette barbarie? Comment moi en tant qu'homme j'ai perdu mon humanité, j'ai pu perdre mon humanité entraîné dans cette barbarie? Qu'est-ce que ça implique pour moi? Et je crois que c'est tout ça qui est en question. Je trouve que dans le roman de Sarah, la transmission est extrêmement bien traitée. Le traumatisme l'est fort bien, la transmission aussi. Et la musique a énormément d'importance. Ce que je pense, c'est que la musique, dans ces lieux-là, elle est pervertie. Elle perd complètement son sens, puisque ce qui se passe, c'est qu'elle est là pour accompagner les souffrances. Elle est dévoyée de son sens. Et donc le musicien forcément se pose la question de la musique. Il a un rapport avec... Comme il a un rapport avec le langage, il a un rapport avec la musique. Et avec ce qui fait l'homme, ce qui lui permet de monter un peu, de s'élever du côté très prosaïque, c'est-à-dire de s'élever dans ce que j'appelle cet entre-deux, qui est le lieu de la création et le lieu où les émotions passent et où on peut en parler et où on peut créer. Donc je pense que le livre de Sarah nous parle aussi de la force de la littérature. Alors justement, ce livre, vous l'avez préfacé. Ouais. Vous l'avez lu. Vous m'avez dit tout à l'heure que vous l'avez lu jusqu'aux larmes. Oui. Vous l'avez préfacé pourquoi? Alors, d'abord j'ai écouté l'escale de Sarah. J'ai été très touché par son cheminement, par sa construction, par l'apparition de ce loup blanc qui a joué un rôle dans sa réhumanisation. Et je lui ai écrit un mot, j'ai réagi à cet entretien, et donc j'ai écrit un mot qui l'a touché, et elle m'a demandé si je voulais bien lire son livre. J'ai lu donc ce livre, et il m'a touché pour plein de raisons. Je suis moi-même petit-fils de déportés.
Mais au-delà de cela, il y a quelque chose d'universel qui me touche, moi, et qui m'a touché, je crois, qui est à la source de mes choix professionnels. C'est-à-dire, en fait, le trauma, l'impossibilité de parler, l'impossibilité d'entrer en relation avec l'autre. On retrouve ça dans plein de situations. La sidération devant la barbarie et devant les agressions sexuelles, mais devant la barbarie. Il faut soigner tout ça. Il faut soigner tout ça, et pour soigner, il faut mettre des mots. Et pour mettre des mots, et souvent, moi j'ai toujours trouvé que la fiction pouvait aider énormément à construire des situations. La fiction, dans la mesure où ça provoque un déplacement, c'est-à-dire qu'on peut évoquer de manière indirecte. Toutes les pudeurs sont préservées. Toutes les pudeurs sont préservées. Et je crois que la littérature, le livre, le roman de Sarah est parfait dans ce créneau-là. Il nous apporte tout ça. Gérard Netter, merci beaucoup. Vraiment. Avec et c'est plaisir. une très très belle préface. Merci. Enfin, nous en lirons quelques passages, tout à l'heure nous regarderons quelques passages. Merci beaucoup. Mais c'est moi qui vous remercie. Nous sommes maintenant avec l'éditeur donc, de Sarah Olling, Jonathan Vigneault, Donjon Édition, c'est bien ça? Alors, c'est un métier difficile, éditeur, aujourd'hui. C'est un métier de possible refus. Vous-même, vous êtes obligé de refuser des manuscrits. Je suis obligé d'en refuser. De face à face, de psychologue, de correcteur et de stratège budgétaire. Comment fait-on? Alors, le but, c'est de voir, quand on reçoit un manuscrit, Oui, toutes les possibilités qu'on peut faire avec le ou la auteur, oui, et surtout de savoir la confiance qu'on a avec cette personne. oui. Si on lui dit, je prends un exemple grossier, si un auteur dit j'ai pas envie de faire de salon, j'ai pas envie de sortir ni rien, on sait qu'on va entre guillemets se bloquer. Si un auteur est prêt à faire plein d'événements, sortir, bouger, comme ici, on sait que déjà on est en confiance. Oui. Donc on peut investir en production, en livre, machin, on peut investir en pub, on peut même venir directement sur C'est-à-dire que place. vous prenez les risques. On prend des risques. Voilà. Parce qu'on sait qu'on est en confiance. Oui, Donc on sait qu'on va déjà créer un lien. oui. On l'a vu hier soir, ils étaient tous contents de me rencontrer. On voit en plus les visages, souvent c'est beaucoup de communication informelle ou par internet, Facebook, tout ça. Donc en plus on rencontre les lecteurs directement, l'auteur, l'éditeur, questions-réponses, ça fuse, c'est magnifique. Donc on se dit, là j'ai pris un risque, je suis déjà, allez, 50% remboursé. Ça commence à aller mieux. Voilà. Alors, j'aime beaucoup le nom de votre maison d'édition, Donjon. Merci. Alors, en même temps, c'est un nom qui me fait penser à la beauté et la fragilité d'un château de sable, et en même temps d'un château, un château fort, imprenable. Pourquoi Donjon? Alors l'histoire de Donjon, c'est on cherchait un nom générique qu'on puisse transformer en logo tout de suite, je dirais, identifiable, parce que c'est vrai que maintenant j'ai qu'à mettre juste mon logo, on me reconnaît, c'est l'avantage. Et surtout qui est, moi en plus j'étais ultra fan, on va dire, des médiévales. Oui, donc il y a une cohérence. Il me fallait une cohérence en disant, je vais prendre le donjon, c'est carré, c'est propre, voilà, c'est comme ça qu'est venue l'histoire du donjon. Et Donjon Édition, puisqu'il y a plusieurs éditions. Votre rêve d'éditeur serait quoi? Bien sûr qu'un roman fasse le buzz, etc. Mais votre rêve d'éditeur? Parce que vous avez l'air d'être idéaliste quand même. J'ai déjà fait plein de petits rêves. Oui. On a eu des livres primés, on a eu des livres adaptés, on a fait des événements. Je sais qu'il y en a plein qui auraient rêvé d'être à notre place, pour être honnête. Après, les rêves, je dirais, je les prends... Oui, au fur et à mesure comme ils viennent. Je vais pas me dire, il faut que je fasse ça. J'ai créé des événements, j'ai créé même des fêtes et tout ça. Donc, dès que j'ai une idée, si ça peut, et que je peux, entre guillemets, donner une impulsion avec mes auteurs, plein d'autres partenaires, je dirais, des départements, des régions, des mairies, on le met en place. Moi, je suis content, c'est youpi, voilà. Je fais même des partenaires avec des boutiques, enfin, voilà. Une histoire de transmission, c'est quelque chose qui vous touche? J'ai toujours aimé l'histoire parce que j'ai toujours dit que tant qu'on ne connaît pas bien notre histoire, on ne peut pas créer un futur. Oui. Ou alors on refait les mêmes erreurs et donc finalement on stagne. Donc l'histoire avec un grand H. Ah là, c'est carrément le H géant. Oui.
Et donc, quand ils m'ont proposé le bouquin, c'est vrai que j'ai compris, en plus tout en délicatesse et en poésie, ce qui permet de faire plus vite passer en émotion, on va dire, le symbole et donc l'histoire, pour pas répéter ses erreurs et ainsi de suite, donc pour évoluer, on va dire. Je trouve que vous en avez fait, et je le dis d'une façon très, très directe, un très bel objet. Et quand je dis objet, c'est noble. La page de couverture, les couleurs, le graphisme. J'ai essayé, Vraiment. même pour la page de couverture, c'est parce que c'est basé, sans dire ce qui se passe, il y a une, Oui. comme c'est un roman épistolaire, Bien sûr. il y a une lettre on a juste, Oui. ça a tiqué en la lisant, j'irai à haute voix, et donc on s'est mis à faire cette couverture, et en plus on a fait quelques, j'irai fantaisie, on l'a faite en 3D, puisqu'il y a une des mouettes qui est en surimpression de tout. C'est ce qui donne Et cette beauté. ça, on l'a mis partout parce que c'est ce que tout le monde nous demande. Même sur les invitations, on la met toujours en surimpression comme si c'était en 3D. Elle sort. Vous êtes un éditeur qui est plein de fous, comme je vous vois maintenant. Ah, moi, je suis toujours à fond dans tout. Alors, donc, quelle est la frayeur que vous pourriez avoir en tant qu'éditeur? Parce que quand même, il faut être un peu aventurier pour être éditeur aujourd'hui. Je prendrai un jour, je sais pas, un livre et puis je ferai un four et ça m'aura coûté des sous, du temps, ça m'aura peut-être même mis en porte-à-faux, je dirais, avec des gens. Après, ça peut être tellement Bien sûr, tout. mais c'est une Moi, je veux pas y aventure. penser. Mais je sais que ça peut arriver. Rien n'est 100% parfait et rien n'est 100% mauvais. Donc, Alors, le rôle de l'éditeur est primordial, mais il y a quand même l'auteur et je dirais la personne, le lecteur, parce que c'est lui qui va acheter le livre. c'est celui qui aura toujours Et le le reste dernier. sera une très noble chaîne du livre. Mais je voulais juste vous poser une question qui pour moi est très importante. C'est qu'il y a un moment donné où il faut aller chez le libraire. Ah oui, Et oui. aujourd'hui, les jeunes éditeurs, les jeunes maisons d'édition font presque, contrairement, peut-être avant ça se faisait, mais ça ne se savait pas, c'est presque du porte-à-porte. Ah, c'est ça? Non, mais c'est tout à fait ça. Voilà. Il faut avoir le courage. C'est ce que je dis parce que j'ai vu qu'il y avait même eu on a inventé des diplômes d'éditeurs. Et on m'avait demandé de donner un petit peu mon avis. Oui, On m'a dit. oui. Et quand j'avais lu leur parcours et ce qu'il fallait qu'ils apprennent, je leur ai dit, est-ce que vous leur faites un seul test, honnêtement? Vous leur donnez un livre de n'importe quelle maison d'édition, vous allez voir un libraire qui vous connaît pas, qui sait pas que vous existiez, qui n'a aucune raison de prendre votre bouquin, parce qu'il en a des millions, et il faut que vous arriviez à le placer en librairie. Voilà. Si la personne y arrive, allez, 50% est fait. C'est pas de la compta, c'est Non, pas c'est- savoir utiliser un ordinateur ou les réseaux sociaux. C'est l'argumentaire Le du but, livre. c'est que le mec il se pointe Ouais. devant le libraire, qui n'existe pas, son entreprise existe depuis. Moi je l'ai fait, je crois qu'elle avait une semaine. Oui, Je suis devant chez une libraire, c'était une madame, oui. et je lui dis 5 choses. J'ai dit, vous n'avez aucune raison de me prendre, mais prenez ma BD, à l'époque c'était ma toute première BD, elle va se vendre et je viendrai avec vous. Et depuis ce jour-là, on a tout fait chez elle. Lancement, dédicace, on a fait venir, même, je dirais, des grandes stars et tout chez elle. Mais il faut avoir fait cette démarche. Oui, bien sûr. Et ça, c'est justement, pour chaque exactement. librairie, Oui. parce que c'est facile de dire, je suis chez Dilicom, je suis chez machin. Oui, mais j'ai le problème la du Fnac, libraire, j'ai qu'à oui. commander. Le problème du libraire, c'est qu'aujourd'hui, il n'a pas envie d'être un magasinier. Il veut que le livre soit à l'honneur. Il Et veut, les il veut gens, en plus que ce soit voilà. tout de suite, C'est une Ou chorégraphie le sur les best-seller. belles tables. parce que bon, Donc, il y a il des a- grands noms qu'il va mettre en. Oui, mais en pas façade. toujours. Parfois aimer le coup de cœur aussi. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il veut donner la chance au livre. Voilà. Les libraires Donc, vont donner la chance au livre. il faut arriver à ce qu'on se comprenne avec chaque libraire. Alors, et comment on vit, je vais dans le côté un peu des coulisses, Sous-sous. non, comment on vit le non, si on vous dit non? C'est dur. Je vais être honnête, j'ai pas eu de nom. Oui, c'est bien, donc on peut pas... Mais, non, j'ai eu pas un non, j'ai eu que les gens, une première fois, vont vous dire non. Oui, Ça, j'ai eu. Et. Ou non, un événement. Hein. Et, à fort, on va dire, ils vont vous rappeler 6 mois après. Parce que comme j'aurais continué avec mon auteur ou j'aurais fait chez d'autres, on dit, vous avez fait quand même tout ça? Non, mais passez me voir. Parce que finalement, j'aurais peut-être pas dû vous dire non, ou alors j'aurais dû vous plus faire connaissance. Il manque toujours un bout de communication, je pense, et de pour avoir le conviction. oui. Oui.
vous me faites l'effet de quelqu'un de très dynamique, Ah oui. vous prenez le risque, mais vous le prenez avec, je dirais, Ah, un je enchantement. réfléchis. Voilà. Enfin, Et en même temps, vous réenchantez un peu le métier. Parce que vous donnez sympa. l'impression que c'est du vivant, le porte-à-porte ne vous fait pas peur, c'est formidable. Et beaucoup de projets. Ah oui, en plus pour l'année prochaine, oui, ça va être du très gros projet. Mais je dis Alors, rien parce que On va rien dire. touchons du bois. Mais je sais aussi que vous êtes venu, et ça me fait énormément plaisir, accompagné de votre maman. Écoutez, vous êtes fière, j'imagine. Ah, c'est une réussite. Oui, c'est C'est une réussite quand on arrive à ça, à faire passer le feu sacré, puisque bon, moi-même je suis également écrivain. Oui, Donc on arrive à faire passer le feu sacré, donner même quand même au début les petits conseils. Tu sais, un auteur, il a besoin d'être accompagné, tu peux pas le lâcher comme ça. Bon, enfin, un soutien. En résumé, c'est Voilà. un pilier qui est là à côté pour les bons et les mauvais moments. eh bien écoutez, je suis ravie de savoir aussi que vous êtes écrivain, parce que ça aide Oui, beaucoup. oui, Voilà. Enfin historienne. Hein. Voilà, historienne encore Historienne. plus. Voilà, donc je comprends le côté Je suis médiéval. journaliste et historienne, Voilà. mais donc de ce fait, c'est vrai qu'on connaît le bon et le mauvais, Ouais. les bons et les mauvais moments. En tout cas, de je toutes suis les ravie, facettes. vraiment. Eh ben, Merci écoutez, c'est beaucoup, réciproque. beaucoup. Et longue vie aux éditions. Ouais, on Donjon croise, Éditions. Donjon Éditions, on Merci croise les beaucoup. doigts. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci.